Bonsoir. Nous sommes le dimanche soir, il est 20h30, le 7 décembre 2014. Je vais vous parler à l'occasion de ce film Mr. Turner de Lee, sur le peintre William Turner. Ce film est intéressant pour des raisons qui ne sont pas liées directement à la question de la peinture. Car en fin de compte, ce qui fait la trame de ce livre, de ce film, pour moi, il me semble, en tout cas, je crois que c'est peut-être ça qui touche le public, mais je connais que je me trompe, c'est la relation affective de Turner avec une dame d'un certain âge, faut-il préciser. Un couple qui ne paye pas beaucoup de mine. Ce monsieur est un vieillard ventripotent. La dame avec laquelle il va passer les dernières années de sa vie est une femme qui est marquée quand même, quelque part par l'âge. Elle est probablement plus jeune que lui, mais pas trop. Et c'est un thème qui est assez rarement traité, il me semble, dans le cinéma en général, et dans le cinéma anglo-saxon en particulier. Il faut d'ailleurs le recenser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça n'a pas l'air d'être très excitant de voir un homme amoureux d'une femme d'un certain âge, âgée. Sauf si, d'ailleurs, éventuellement, ça serait presque plus drôle si le garçon était plus jeune que la femme. Mais un homme de 60 ans s'installant avec une autre femme de 60 ans, c'est pas très très excitant, il me semble. Et c'est pourtant le sujet marquant, quelque part, du film Mr. Turner. Et je crois que, effectivement, c'est une actrice, je me souviens plus du nom de cette actrice. Bon, maintenant, il faudrait s'interroger sur ce point. Est-ce que les hommes peuvent refaire leur vie avec quelqu'un du même âge qu'eux, plus ou moins? Ou est-ce que il faut qu'il y ait un écart d'âge entre l'homme et la femme, ce qui d'ailleurs rend les choses parfois difficiles, parce que est-ce que les femmes sont disposées à vivre avec des hommes plus âgés qu'elles? Question qui se pose aussi. On parle aussi des femmes cougars, de femmes qui vivent avec des hommes plus jeunes, mais ça se comprend mieux d'une certaine façon, parce qu'on peut supposer que l'homme jeune a une vitalité, a une tonicité sexuelle qui finalement peut fonctionner quel que soit son partenaire. Disons les choses clairement. Alors que une femme d'un certain âge, elle se dit je ne suis pas très excitante, je ne crois pas qu'un homme de mon âge aura l'énergie, la vitalité, la motivation pour s'unir à moi et avoir des relations physiques avec moi. Il y a le problème du rapport de la femme à son corps qui joue, n'est-ce pas? Et dans ce sens-là, elle peut penser qu'un homme plus jeune, il a moins besoin d'être excité par le physique de la femme. Cela dit, une question qui se pose, effectivement, ce sont les stigmates de l'âge. Parce que finalement, notre exposé, nous parlons ici de la question de l'âge, en fait. Le stigmate de l'âge, c'est une question intéressante, parce que ça fait partie de ces généralités. Au fond, c'est un peu comme une forme de racisme. Le racisme, c'est visuel. L'âge, c'est visuel. D'ailleurs, j'en parlais dans une précédente vidéo concernant la barbe, à laquelle je vous renvoie. La barbe, c'est visuel. L'âge, c'est visuel. Et nous avons des réactions de l'ordre du visuel. Et donc, peut-être que nous sommes programmés, carrément, instinctivement, à ne pas aller vers des femmes qui présentent certaines stigmates.
notamment les rides, les mains abîmées, enfin, les mains usées, les mains fripées. C'est d'ailleurs un des traits les plus caractéristiques des femmes d'un certain âge. Les femmes doivent particulièrement être sensibles à l'évolution de leurs mains, parce que c'est ces mains qui trahissent leur âge parfois beaucoup plus que le reste de leur corps. Et puis évidemment des marques des rides au niveau du cou, au niveau, etc. Ce ne sont pas forcément les mêmes rides que les hommes d'ailleurs. Les hommes sont peut-être parfois plus marqués au niveau autour de la bouche, les femmes sont plus marquées autour du cou. Enfin bon, il y a une sorte de particularité de ce genre. Mais ce qui est clair, c'est que, vous connaissez cette fameuse théorie, nous sommes des gens qui sont dans le visuel. Nous sommes dans le visuel, et par conséquent, c'est instinctif, et dans le visuel, généralisateur. Hein. Le visuel, c'est généralisateur. Les gens vous disent, ah oui, mais il ne faut pas généraliser. Mais comment voulez-vous qu'on ne généralise pas? Notre mode de fonctionnement, alors soit ça consiste, qu'est-ce que c'est que la prévention? La prévention, ça peut aussi être une sorte voilà, voilà, on a une idée, on se dit, avec ce genre de personnes-là, on ne va pas essayer. Bon. Maintenant, soit on a un bon système de prévention qui fait que on élimine les gens qui sont fâcheux pour nous, et qu'on n'élimine pas les gens qui nous sont favorables, soit on a un mauvais système de prévention qui fait qu'on n'élimine pas les gens qui sont fâcheux, et qu'on élimine des gens qui nous sont favorables et qui auraient pu être avec nous. Donc il peut y avoir des erreurs de fonctionnement, et quand il y a des erreurs de fonctionnement, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne se rend compte que son mode de prévision, parce que prévention implique prévision, si je n'ai un mauvais processus de prévention, je fais de mauvaises prévisions. Bon. On retombe dans le domaine de l'astrologie et de la divination. C'est-à-dire que quand il y a des dysfonctionnements dans la capacité cognitive à identifier les étrangers, tout simplement, les étrangers là, les gens qui nous sont étrangers, je ne parle pas des étrangers migrés, je veux dire, quand nous rencontrons des gens nouveaux, des gens que nous ne connaissons pas, nous avons quand même besoin d'en savoir quelque chose. Et comment en savoir quelque chose sur ces gens-là, sinon en nous fiant à un certain nombre de traits superficiels, de traits signifiants, que nous considérons comme signifiants, et qui nous permettent de classer la personne en croisant ces deux paramètres et dire voilà, bon, effectivement, voilà, je me fais une certaine idée de cette personne. N'est-ce pas? On peut pas faire, personne ne peut fonctionner autrement, sinon on est obligé de rentrer dans une logique du genre ah, ben il faut déjà commencer à connaître la personne, mais qu'est-ce qui va me donner envie de connaître cette personne-là? Qu'est-ce qui va me donner envie de choisir cette personne? Et est-ce qu'il faut que je prenne beaucoup de temps pour connaître quelqu'un pour après m'apercevoir que ça ne me convient pas? Donc ce sont des propos qui sont complètement en l'air. Alors il y a effectivement la tentation, c'est la tendance à recourir à la divination, à l'astrologie, je vais faire son thème, je vais le faire faire, et je saurai à qui j'ai affaire. Bon. C'est un petit peu le boniment de l'astrologue. Ou bien je vais voir un voyant qui va me dire... Mais tout ça ce sont des expédients qui ne font sens que parce que la personne ne sait pas prévoir par elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas autosuffisante au niveau prévisionnel, au niveau de la prévention. Elle n'a pas acquis, elle ne s'est pas constitué une expérience qui lui permette de savoir assez rapidement, par la voix, par le visage, par l'attitude, à qui elle a affaire. Et à partir du moment où elle n'a pas ce bagage préventif, elle risque de se tromper, et il va falloir qu'elle se fasse aider. Donc, avec tout ce que ça veut dire, c'est une perte d'autonomie. Il va falloir qu'elle se fasse aider par des gens qui prétendent pouvoir savoir qui est la personne et si cette personne nous convient ou pas. Donc, dès qu'il y a une dégradation de la capacité à analyser extrêmement vite, finalement, l'autre, eh bien, soit on fait rien, on va nulle part, soit on se lance dans des trucs qui ne sont pas possibles. Bon. Ou, eh bien, à partir de ce moment-là, qu'il n'arrive rien parce qu'on ne sait pas quoi faire, ou qu'il arrive des choses fâcheuses, la seule solution, entre guillemets, c'est en effet d'aller voir
soit peut-être des psychologues, mais finalement souvent des gens qui font de la divination, qui font de l'astrologie, qui font éventuellement de la graphologie, etc. etc. Ce sont des substituts à une carence cognitive. Et est-ce que les hommes ont une meilleure faculté cognitive que les femmes? Est-ce qu'ils peuvent plus rapidement se décider sur ce qu'il faut penser, sur le fait que la femme va leur conduire ou pas? Parce que c'est aussi ça qui est important. L'homme doit s'engager au sens littéral du terme, il va s'engager s'il décide d'aller vers une femme, c'est quelque part qu'il sent qu'il peut se passer quelque chose d'intéressant avec cette femme, physiquement, mentalement. Alors il le sait, mais en fin de compte, il ne l'a pas vérifié au départ. C'est comme quelqu'un qui dit je m'intéresse à quelque chose, il ne connaît pas, c'est quelque chose de nouveau. Donc comment est-ce qu'à la fois il connaît, alors le problème peut se poser non seulement au niveau de la connaissance des personnes, mais au niveau de la connaissance des sujets, la connaissance des domaines. Comment puis-je me faire une idée satisfaisante de quelque chose que je ne connais pas? Même un domaine, par exemple l'astrologie, prenons l'exemple de l'astrologie, qu'est-ce qui fait que je vais m'intéresser à l'astrologie ou que je ne veux pas m'y intéresser? Dans les deux cas, quelles sont les raisons préalables qui font que je vais ou ne vais pas m'y intéresser? Donc je vais quand même savoir quelque chose. Si je ne savais rien de la chose en question, je n'aurais aucune raison ni de m'y intéresser, ni de ne pas m'y intéresser. Parce que quand on dit je ne m'intéresse pas, ça veut dire quelque chose qu'on a des raisons de ne pas s'y intéresser. Il faut dire les choses comme elles sont. Ou sinon, on est dans une sorte de neutralité, je n'ai rien, je ne sais pas. Généralement, dire que je ne m'intéresse pas à quelque chose, ça veut dire que je n'ai pas envie d'entrer, entrer dans cette chose-là. Bon, ça veut dire qu'on a déjà des éléments d'appréciation que l'on considère comme justifiant d'aller plus loin ou de ne pas aller plus loin, d'en rester là ou d'avancer. Alors, est-ce qu'un homme est en mesure, quand il voit une femme, quand il voit des femmes, de déterminer celle avec laquelle il aura une relation intéressante? Il semblerait que ce soit souhaitable, et que c'est souvent le cas. Relation intéressante, déjà, est-ce qu'il sent qu'il va pouvoir, par exemple, faire l'amour avec cette femme? Est-ce qu'il sent qu'il va être excité par cette femme? Maintenant, du côté des femmes, on peut se poser des questions. Est-ce que les femmes sentent quelque chose dans leur corps, comme on dit, quand elles sont en face de certains hommes? Et donc à ce moment-là, déjà, il y a une sorte de réponse physiologique, en quelque sorte, qui dit, voilà, effectivement, il m'a fait un effet, donc oui, ça devrait pouvoir se produire, ça devrait pouvoir se passer quelque chose. Donc nous avons comme ça, et là encore, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement instinctif, extrêmement viscéral, extrêmement général, et on voit que finalement, nous ne pouvons pas éviter cela. Sinon, tirer au sort, comme ça, voilà, prendre n'importe quoi. Mais en fin de compte, le grand mystère, pour moi, ça a toujours été comment puis-je prendre position sur quelque chose que je ne connais pas. Que je ne connais pas, que je crois connaître, mais en même temps, je sais que je ne connais pas, puisque je veux connaître. Si je dis je voudrais apprendre quelque chose, c'est que je la connais, que je n'ai pas appris. Mais j'ai quand même appris quelque chose. Pour pouvoir avoir envie d'apprendre, il faut déjà que j'ai appris un rudiment de quelque chose, qui est peut-être d'ailleurs faux, qui peut être m'induire en erreur. Mais il faut qu'il y ait un début de commencement, c'est une espèce de paradoxe, un petit peu de sophisme. Il faut que j'ai commencé à savoir quelque chose pour envie d'en savoir davantage, ou pour avoir envie de ne pas en savoir davantage. Mais ce quelque chose, il est extrêmement ténu, et on retombe à la fameuse question, comment, sur des bases extrêmement ténues, je peux prendre des décisions concernant une personne, concernant un savoir, concernant une action. Et ce côté ténu, eh bien justement, c'est lié à ce qu'on pourrait appeler le concept. C'est-à-dire que j'ai un élément de généralité
de classement. Par exemple, dans le cas de l'astrologie, on pourrait dire, oui, ce type de savoir fait partie d'une famille, d'un certain domaine qui m'intéresse. Pas ce savoir-là que je ne connais pas, mais d'autres savoirs qui ressemblent à ce savoir m'ont intéressé et j'en ai quelques connaissances. Ce qui veut dire qu'on va toujours du connu vers l'inconnu. Donc finalement, on est toujours en train de basculer de quelque chose qu'on connaît et qu'on rapproche de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais avec lequel il y a une certaine forme de ressemblance formelle. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est obligé d'englober un facteur au sein d'un ensemble de facteurs qui, lui, nous est plus ou moins familier. Donc, voyez-vous à quel point donc, on va généraliser, non seulement généraliser sur une catégorie de personnes, mais on va généraliser parce qu'on va englober cette catégorie de personnes dans un ensemble plus large sur lequel on croit avoir une certaine connaissance. Par exemple, l'astrologie va être condamnée par des gens qui, par ailleurs, ont rejeté, je ne sais pas moi, l'hypnose, le magnétisme, la cartomancie, etc. Et qui vont assimiler, dans le mot assimiler, il y a l'idée de semblable, de similarité, qui vont assimiler l'astrologie à ces autres savoirs sur lesquels ils ont une certaine connaissance. La question, c'est de savoir si cette assimilation est pertinente ou pas. Et là, ça dépend de l'image qu'on se fait de ce savoir. Donc là aussi, on ne connaît ce savoir que sous un certain angle. Et c'est sous cet angle-là que l'on va généraliser, englober. Dans le cas de l'astrologie, c'est flagrant. Il y a plusieurs angles qui peuvent conduire à l'astrologie. Il y a plusieurs images qu'on peut avoir de l'astrologie. Et là, la question, c'est de savoir si la personne est capable de modifier son phénomène d'assimilation. On va lui dire, ah non, non, l'astrologie, il ne faut pas la mettre dans ce sac-là, il faut la mettre dans cet autre sac. C'est un peu la stratégie de certains astrologues qui disent, non, non, ne mettez pas l'astrologie avec la divination, mettez l'astrologie avec la psychologie, par exemple. Parce que, en fin de compte, autrement, on est dans un phénomène d'enclavement. À savoir, l'astrologie, c'est un cas à part. Telle personne, c'est un cas à part. Tel domaine, c'est un cas à part. Alors, ça veut dire quoi? Un cas à part, c'est un cas sur lequel on ne peut pas généraliser. Il n'y a rien de commun avec d'autres domaines. Cette personne-là n'a rien de commun avec d'autres personnes. Alors, ça, c'est un système de défense qui dit, n'essayez absolument pas de me rapprocher de quoi que ce soit, n'essayez absolument pas de rapprocher ce domaine-là de quoi que ce soit. Ce domaine-là, il est particulier, il ne ressemble à rien. Ça, c'est une stratégie aussi défensive. Il ne ressemble à rien, donc on ne peut pas porter de jugement sur lui. Et donc, ne connectez pas, ne reliez pas avec autre chose, ou avec qui que ce soit, à aborder ce sujet. Le problème, c'est pourquoi est-ce que j'aborderai ce sujet? Si vous me dites que je ne peux m'en faire aucune idée par avance, pourquoi aborderai-je ce sujet? Et là, on va retomber dans le même problème. Parce qu'en réalité, vous allez me convaincre d'aborder ce sujet parce que quelque part, vous allez me donner des pistes qui vont, cette fois-ci, me connecter à autre chose que je connais. Donc de toute façon, c'est une façon de se déprogrammer par rapport à une certaine façon de voir les choses pour voir les choses autrement. Mais de toute façon, on va être obligé de se faire une certaine idée de cette chose qui ne sera peut-être pas l'idée qu'on avait avant. On sera obligé d'en faire une nouvelle idée. Cette nouvelle idée, elle va être également conditionnée par ce que nous en savons, ce que nous savons de la vie des gens, des savoirs par ailleurs. Voyez-vous ?